Salut à tous! Salut! Comme vous pouvez le voir, on s'est tapé un petit délire, on se retrouve dans un petit décor ambiance Halloween pour débriefer cet épisode de The Walking Dead. Un épisode bien guerrier, mais on est resté un petit peu sur notre faim, on sait pas trop où les showrunners veulent aller. On en parle tout de suite, dans le meilleur de l'after. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous étiez nombreux à vous demander où est donc passée Valoche, Valérie. Il se trouve que, et c'est tant mieux pour elle, elle a décroché un poste à plein temps et donc elle avait peut-être un peu moins de temps à consacrer aux fanatiques. Elle aurait pu rester sur Walking Dead mais pas forcément tout faire. Donc on a pris une petite nouvelle dans la bande pour être dans la continuité. Mais, et ça s'adresse à Valérie, si tu as 5 minutes, viens donc nous faire un petit coucou, ce sera avec plaisir. Bon, on en revient à nos moutons maintenant, on va rentrer dans l'analyse de cet épisode qui pour le coup, c'est évident maintenant, on est en plein dans la guerre. Ouais, une guerre ouverte. Là, dans le premier épisode, on voulait avant tout affaiblir Negan. Aujourd'hui, c'est vraiment le détruire. Donc pour ça, on voit qu'ils ont organisé un plan ultra préparé, très stratégique. Donc contrairement à ce que fait Rick d'habitude et ce qu'il a fait par le passé, dans sa manière de diriger les hommes, je trouve qu'il est un peu plus intelligent et un peu moins bourrin, un peu moins con. Il fonce pas dans le tas tête baissée. Ouais, il a pris conscience vraiment des faiblesses de son groupe. Et du coup, il va justement en prendre parti. Donc, ils sont moins nombreux, ils ont moins d'armes également. Donc, du coup, ils vont trouver des combines justement pour un peu pallier à leurs faiblesses et parvenir à vaincre Negan en fin de compte. Et ça se transcrit sur la forme par une organisation hyper militaire, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Justement, vous savez, il y a les points levés, les machins, on y va. Chacun exécute les ordres comme c'est écrit et comme le plan a été établi à l'avance. Le groupe de Rick, donc, s'est séparé en une multitude de petits groupes, de sous-groupes, qui ont chacun une mission et qui sont donc à des endroits différents pour exécuter certaines tâches. Donc l'idée c'est vraiment d'attaquer simultanément et d'avoir toujours cet effet de surprise, toujours avoir une longueur d'avance. Alors il y a déjà un premier groupe formé d'un côté par Aaron et sa bande et de l'autre par Rick et Daryl qui attaque un bâtiment qui s'appelle le Shepard Office Plaza et qui est l'endroit où est entreposé toutes les armes et surtout les gros calibres, les grosses armes de Negan et des Saviors. Donc Aaron et sa bande d'un côté arrivent avec leurs voitures boucliers, vous savez qui se sont fabriquées dans le premier épisode qu'on a vu, pour faire diversion et attaquer de front les Saviors et donc pendant ce temps les distraire pendant que Rick et Daryl pénètrent dans le bâtiment à la recherche on découvre, de fameuses mitrailleuses qui peuvent s'avérer être des armes décisives dans le combat contre Negan. L'idée d'Aaron, justement, pour faire diversion, pour que Rick et Daryl puissent passer, c'est vraiment d'affaiblir les défenses. Et pour ça, ils ont trouvé une combine plutôt pas mal. L'idée, c'est de tuer un maximum, justement, de Saviors pour que, justement, ensuite, ils se transforment en rôdeurs et s'entretuent. Détruisent de l'intérieur, ouais. Mais c'est vraiment l'exemple typique de comment utiliser les rôdeurs assez fins et comme armes. Et c'est plutôt bien fait parce qu'au final, ils n'ont pas avancé, ils sont juste cachés derrière leur voiture. Ils mitraillent, ils en tuent 2-3 et à partir de là, hop, ils se bouffent entre eux. Donc ça, c'est grosse diversion et gros affaiblissement en même temps. Pour le coup, on se dit bien joué. D'un autre côté, on a Carol et Ezekiel. Donc eux, leur but, c'est d'attendre justement un autre... Un peu. Ouais, petit couple. Ah, On peut se poser la question. On sent vraiment que ça commence à Ça arriver dérape. doucement. Ouais. Ça dérape. Et donc leur idée c'est d'attendre un avant-poste, sauf que pas de chance, ils se sont pris une grenade dans la fin de l'épisode 1. Ouais. Donc là ils sont un peu affaiblis. Ezekiel pourtant a toujours l'âme d'un leader, il est toujours ultra positif, il veut vraiment mener de front cette bataille. Et donc du coup tout au long de cet épisode ils vont essayer de trouver l'éclaireur qui s'est enfui pour justement ne pas qu'il ébruite Ouais, c'est ça. leur venue. Et la force d'Ezekiel et de Carol, du coup, de ce duo, c'est aussi de voir que malgré le fait que cet éclaireur, justement, se soit enfui, Ezekiel garde cette force, justement, garde ce leadership. Il est toujours ultra positif et il veut vraiment aller jusqu'au bout de sa mission. Ouais, il dit bien qu'il faut, c'est ça aussi le rôle d'un chef, c'est qu'il faut sauvegarder les apparences. Donc ça, il y arrive très bien et là-dessus, on voit que c'est un très bon leader. Autre chose aussi, c'est l'orga général de cette action. On voit bien justement, ils ne sont pas dans une simple chasse à l'homme. Il y a plusieurs groupes en renfort au cas où. Ils arrivent, ils tracent un chemin pour que, au final, ils arrivent à prendre en tenaille ce mec qui s'enfuit et que l'autre partie de l'armée le rejoigne. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe puisque Shiva le défonce et le bouffe. Donc voilà, c'est encore une fois une preuve qu'ils font partie de ce grand plan organisé et que chacun a une mission. Et qu'il est prêt, stratégiquement, ils sont rodés. Bon, on voit vraiment que toutes ces opérations sont synchronisées. D'un autre côté, il y a Tara, Morgan et Jésus qui font front. Ouais. Et alors eux, ils sont retournés justement là où tout a commencé, sur le premier lieu où ils étaient allés justement en pensant que c'était la base de Negan pour les exterminer. Ouais, c'est le lieu, en gros, où il y a les plus vénères, les soldats. C'est vraiment la caserne, c'est là où dorment la plupart des soldats de Negan. Il y en a beaucoup. Vous savez, on avait vu les chambres, etc.
Et du coup, leur mission est pour le coup assez primaire, même si elle fait partie toujours de cette stratégie, c'est se pointer et buter tout le monde. Et encore une fois, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je les ai trouvés méga organisés et méga militaires. Ouais, ils sont hyper organisés, ils vont même se diviser, Morgane d'un côté et les autres de l'autre. Morgane qui tue tout le monde sur son passage, des silencieux aussi, donc on voit vraiment que là, ils essaient vraiment d'arriver par surprise. Et ils y arrivent plutôt bien d'ailleurs. Ouais, c'est là où ils font les signes, les trucs militaires, l'utilisation des rôdeurs pour faire diversion. C'est vraiment, ils appliquent les méthodes et les stratégies d'une vraie armée, d'une vraie milice. C'est une preuve de plus que tout est carré et que Rick et sa bande sont en marche vers la guerre et vers la victoire contre Negan. Mais pourtant, malgré la détermination justement de Rick et de sa bande, ainsi que de leur organisation plutôt méthodique, on va se rendre compte qu'il y a des plaies encore béantes au niveau des personnages, qu'il y a des failles aussi justement dans les stratégies de guerre qui vont nous mener peut-être potentiellement à un échec de Rick. En tout cas, on peut se poser la question. Ouais, c'est ça qui est assez ouf dans l'épisode, c'est qu'en même temps, ils font beaucoup de bruit, ils arrivent, bam bam, ils mitraillent dans tous les sens. On a l'impression qu'ils sont conquérants et qu'ils vont gagner. Au final, ça accouche de pas grand-chose, c'est beaucoup de bruit pour rien. C'est un peu, on dirait, une allégorie des 2 dernières saisons de The Walking Dead. Tous les personnages ont l'air d'être badass, c'est comme dans la vraie vie en vrai. Ils ont l'air d'être badass, ils ont l'air d'être courageux, d'avoir tout oublié, d'être passés outre. Mais la saison 7, il faut se rappeler qu'ils ont quand même passé leur saison à se faire démonter et à douiller. On se rend compte quand même que les cicatrices ne sont pas vraiment refermées et au fur et à mesure justement qu'ils vont avancer dans leur contre-attaque, les blessures vont se réouvrir peu à peu. Alors on a Daryl déjà qui va se retrouver face à une cellule. Ça lui rappelle des très mauvais souvenirs quand il était sous la coupe de Negan. Rick aussi qui va être obligé de tuer justement un savior et qui va se rendre compte quelques minutes après que c'était peut-être un père de famille puisqu'il va se tomber nez à nez avec un petit bébé. Et là, tu vois qu'il n'est pas bien, le petit Rick. C'est toujours aussi amené un peu grossièrement, parce qu'il voit la photo, machin, il est en dépression. Il se regarde dans le miroir, il ne sait pas trop quel est un vrai truc. Mais bon, c'est que des clins d'œil sur notre passé, en fait, est encore présent aujourd'hui. Et c'est le cas aussi avec Tara, qui est un peu en mode je veux buter tout le monde, parce que je me rappelle très bien qu'ils ont buté ma copine. Donc je vois pas pourquoi je leur ferais pas la même chose. Morgane aussi, qui est devenu un espèce de game player assez fou. C'est cru dans Time Crisis. Mais c'est un cas clinique aussi, Morgane. D'ailleurs, on l'avait recroisé, je sais plus exactement dans quelle saison, je m'y perds un peu, mais Rick avait recroisé son chemin au moment où il était complètement fou, paranoïaque, un peu dans cet état-là. Donc il y a plein de clins d'œil sur les cicatrices du passé qui se réouvrent. Et c'est ce qui fragilise toute cette organisation militaire et ce combat contre Negan. Et un autre exemple particulièrement frappant, celui-là du retour du passé dans la vie des persos actuels, c'est le retour un peu surprise de Morales. Morales, qu'on n'a pas vu depuis la saison 1. Alors il y avait des bruits comme quoi il allait revenir, mais moi personnellement je pensais qu'il allait revenir dans le camp des gentils pour aider à combattre Negan avec sa propre batte, puisqu'on se souvient dans la saison 1 qu'il avait lui-même une batte. Or là, on le découvre, installé comme un savior sous la coupe de Negan et qui menace franchement Rick, qui le menace d'un pistolet et qui lui dit « Tout ce que vous faites ne sert à rien ». Donc on voit qu'il a été, on lui a soit lavé le cerveau, soit il est vraiment fidèle à Negan. En tout cas, c'est retour d'un des personnages qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. On a vraiment vu que jusqu'à présent, une des forces du groupe de Rick, c'était justement d'être soudé, tout en étant divisé sur plusieurs fronts stratégiques, du coup, comme on a vu. Malgré tout, ça peut vite devenir une faiblesse. On a vu que Negan fonctionnait vraiment comme une dictature. Il est le seul justement à imposer ses choix et ses valeurs, si on peut... Enfin non, ses non-valeurs du coup. Oui. Ici, Rick, justement, en donnant du pouvoir aussi à chacun de ses copains, va aussi leur donner une grande marge de manœuvre qui peut, mine de rien, s'avérer une faiblesse. Ouais, c'est le problème ou les avantages de jouir d'une liberté et d'avoir de la liberté dans un groupe, c'est que chacun peut exprimer sa morale, ses idées et tout machin, et donc forcément il y a des dissensions, et il y a des émotions qui jaillissent et ça peut créer des embrouilles. C'est ce qui est en train de se passer et ce qui peut faire un peu peur pour la suite et la solidarité du groupe. Et c'est ce qu'on voit dans cet épisode, c'est qu'au final ça finit et les émotions sont en train de progressivement mettre en danger le groupe de Rick face au groupe de Negan qui n'a pas tant perdu de choses que ça dans cette bataille. Alors moi cette semaine j'ai choisi Ezekiel. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est vraiment lui qui incarne aujourd'hui le leader par excellence. Il mène toute son équipe justement vers la victoire. Il n'a pas peur et justement il garde en apparence justement cette armure
qui en fait un vrai leader. Et d'ailleurs, il démontre ça tout au long de l'épisode, puisqu'ils sont tous à la recherche justement de l'éclaireur qui a disparu, qu'ils vont retrouver, mais trop tard, puisqu'il aura déjà donné l'alerte. Et malgré tout, Ezekiel, il reste ultra positif, ultra sympa, il motive vraiment ses troupes, il a vraiment l'âme d'un leader, et pour le moment, c'est plutôt le seul. Pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime pas trop ce personnage, mais là dans cet épisode il m'a bien fait marrer, bon leader, positif. C'est un peu la semaine Black Power, puisque j'ai choisi Morgan, comme à peu près 12 fois depuis que cette série existe. Je sais que les gens ont parfois du mal à comprendre Morgan, moi je l'adore parce que c'est un des persos, je trouve, le plus fouillé psychologiquement de la série. Déjà il est là depuis le début, et on le voit, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un mec qui subit et qui est un peu changeant, et qui est peut-être le dernier personnage surprenant de cette série. Il peut mourir à tout moment, il peut craquer à tout moment. Là, il se croit immortel, on ne sait pas pourquoi. Il a complètement brillé, mais j'adore. Il est instable et c'est peut-être ça qui me plaît, donc c'est mon MVP. Bon, en attendant, la semaine dernière, j'étais quand même un peu explosé avec Daryl, donc bon, cette semaine, continuez à voter Ezekiel. Première apparition, déjà première victoire. Ça commence très mal, comme d'habitude. Team Morgan. On enchaîne tout de suite, c'est maintenant un rituel chaque semaine, et vous savez que j'adore ça, c'est les complots du web, les théories les plus folles qui circulent sur internet sur The Walking Dead. Et là je peux vous dire qu'on en a eu une cette semaine, puisque The Spoiling Dead Fans, qui est un peu le site de référence, a annoncé qu'une grosse info circulait, et que c'était quasi sûr, c'est pas confirmé, attention, mais que Carl trouverait la mort pendant l'épisode mid-season, le final mid-season. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que The Spoiling Dead Fan, c'est en gros un site d'infos plus ou moins sur le tournage de la série de The Walking Dead, et donc qui tourne autour des sites, des lieux de tournage. Donc c'est grâce à ça qu'ils ont des infos. Or là, ils ont assisté à une attaque hyper vénère et des explosions partout dans l'Alexandria, ce qui mettrait gravement en danger Carl. Autre chose, c'est cette idée que, on l'a déjà dit, l'acteur de Carl veut... ou en tout cas passer moins de temps ou abandonner progressivement la série pour se consacrer à ses études. Donc la théorie de The Spoiling Dead Fan, ce serait que justement Carl mourrait poignardé dans l'épisode 8. Et coïncidence un peu étonnante, on n'a pas vu l'acteur qui joue Carl sur la deuxième partie du tournage de la saison 8, puisque la dernière fois qu'il a joué c'était le 28 août, et c'était le tournage de l'épisode 9. Donc l'épisode 9, ce serait un peu l'épisode où on expliquerait les conséquences de la mort de Carl sur Rick, et ça expliquerait surtout ce fameux flash-forward qu'on a vu dans l'épisode 1, où on voit Rick aux abois en train de pleurer, etc. Est-ce qu'il est en train de pleurer la mort de son fils ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-nous si vous pensez que c'est possible, mais ça me paraît hallucinant. On a une deuxième théorie également sur l'apparence d'un rôdeur rencontré justement par la team d'Ezekiel. Un rôdeur qui a une apparence vraiment bizarre, comme s'il était un peu fondu, il est hyper marqué. Donc on peut penser peut-être que c'est juste le dépérissement du corps du rôdeur. C'est ce qu'ils disent vous savez, dans la saison 7 et même depuis quelques saisons, où on constate qu'il y a un pourrissement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est vraiment la première fois que des personnages comme Ezekiel et Carol s'arrêtent sur l'apparence d'un rôdeur pour se demander ce qui s'est passé ou pourquoi sa forme a changé, il n'est pas comme les autres. Ça me paraît assez gros pour que ça soit un indice de quelque chose qui se passe. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on peut se demander si justement le rôdeur n'a pas subi des expérimentations, ou bien sinon c'est carrément l'homme avant qui a subi des traumatismes et qui a été peut-être torturé. Tout ça pourquoi ? Pour essayer de comprendre d'où vient comment s'est propagée la maladie des rôdeurs, etc. On peut se demander, s'il n'y a pas un labo. J'ai plein de questions là-dessus, en tout cas ça nous a fait tiquer, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il peut y avoir un nouveau truc scénaristique qui peut être assez cool s'ils arrivent à l'exploiter. Dites-nous ce que vous en pensez. Et enfin, une dernière théorie qui découle en fait du retour de Morales dans la série The Walking Dead. Est-ce que ce serait pas lui le personnage du crossover avec Fear the Walking Dead ? Et à ce moment-là, c'est-à-dire son parcours et comment il est passé de ce père de famille qui fuit à ce mec adepte de Negan et membre des Saviors, est-ce que ce n'était pas dans ce voyage et dans ce périple qu'on aurait un crossover avec Fear the Walking Dead ? Alors on a vu pour la première fois dans cet épisode des dissensions et des désaccords entre les membres du groupe de Rick à propos de justement des valeurs morales et des choix stratégiques à faire entre est-ce qu'on est vraiment dans un truc de vengeance ou est-ce qu'on doit respecter ce côté humain qui fait notre différence avec Negan ? Est-ce que ça va perdre le groupe ou justement c'est une force ? On en débat tout de suite. Alors pour moi, tous ces questionnements moraux, c'est un gros danger pour le groupe de Rick puisque ça va vraiment menacer leur unité. On voit qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont même pas du tout d'accord sur la manière dont il faut mener les choses. Est-ce qu'il faut vraiment être dans un côté vengeur, sanglant, ou au contraire respecter l'humanité qui nous différencie avec Negan ? Il ne faut pas se poser ce genre de questions. La priorité, c'est d'éliminer Negan, et peu importe la manière de le faire, il faut le faire.
Donc, et c'est ce qui perd des personnages comme Morgan. Il ne sait pas s'il doit être dans la vengeance ou dans le machin. Il faut que tout le monde se concentre et aille dans le même objectif, éliminer Negan et tous ses hommes. Alors moi je suis pas du tout d'accord, puisque la morale justement c'est ce qui fait leur force, c'est ce qui les unit et surtout c'est ce qui les oppose à Negan. Pourquoi ils ont combattu Negan au départ? C'est justement parce qu'il incarne le mal absolu. Lui il veut tuer tout le monde, eux ils veulent construire un nouveau monde. C'est quand même leur objectif, c'est de construire un monde meilleur. Et pour ça, ils ne doivent pas tuer tous les hommes, ils doivent tuer Negan. Negan, c'est vraiment l'incarnation du mal. Donc c'est justement avec tous ces acquis moraux qu'ils arriveront à un monde meilleur. Là, c'est Jésus du coup qui l'incarne dans cet épisode. Et il a raison, parce que c'est comme ça vraiment qu'ils arriveront à le battre, ce qui est quand même le but de cet épisode et de cette saison. Malgré ma défaite avec le MVP, je remporte quand même la joute. Je vous remercie pour ça. On continue dans cette dynamique. Team Léo, bien évidemment. Team Julie, si vous voulez, cette semaine, ce serait pas mal. Alors pour cet épisode, j'ai donné la note de 3, un peu plus de la moyenne parce qu'on voit une vraie mise en place stratégique et un début de la guerre qui est organisé et ça me plaît. Après, je reste un peu sur ma faim parce qu'on n'a plus trop de surprises et parce que même le retour de Morales fait un peu pchit et on n'est pas encore dans l'excitation totale que devrait être cette guerre et je suis un peu déçu. Moi pour cet épisode j'ai encore mis la moyenne parce que je suis toujours pas convaincue par cette entrée en matière. Je trouve que comme on l'a dit au début il y a beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de guéguerre, beaucoup de pampans mais pas grand chose qui se passe. Finalement c'est assez brouillon, en revanche j'ai quand même pas mal d'attentes, notamment dans le grand retour du duo assez fascinant de Negan et Gabriel qui s'annonce quand même assez explosif. Des attentes aussi vis-à-vis de Rick et Daryl, savoir un peu ce qui va se passer pour eux et espérer aussi pour Rick que ce soit pas trop la merde. Ouais, même si on se fait pas trop de soucis de ce côté-là parce que Morales a l'air pas non plus d'être une star et un grand méchant badass. Je pense plutôt que ça va être l'inverse et que progressivement ce personnage va se retourner progressivement contre Negan. Et moi je pensais aussi à un personnage qu'on n'a pas vu, on n'en entend pas parler, il manque complètement, c'est Jadis. Que deviens-tu? Appelle-nous, contacte-nous. Quelque chose. Oui, c'est clair, rendez-nous Jadis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve cette semaine avec plein de petits trucs. On a un gros programme cette semaine puisqu'on a l'analyse du trailer comme d'habitude, un débrief avec Jus de Stranger Things, la saison 2, elle cartonne. Et jeudi, on se retrouvera avec l'analyse du film Jigsaw qu'on attend, c'est la petite friandise pour clore la semaine. Et en attendant, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao. Salut!